Yawarana Kaoha. Donc, je vais effectivement vous parler de l'apport potentiel de la botanique à l'archéologie en Polynésie. Donc, la phytogéographie, la répartition des plantes d'introduction polynésienne, dans ce que j'ai appelé Polynésie orientale, mais ça comprend aussi Hawaï, Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques. Euh, les objectifs, c'était les techniques de paléoécologie sont de plus en plus employées afin de comprendre comment le Pacifique a été peuplé par l'homme, comment les océaniens vivaient et quels impacts le peuplement a causé sur le milieu naturel. Pour être efficace, ces techniques nécessitent des outils et des bases de données fiables et à jour des connaissances dans les différents domaines comme la zoologie ou la botanique. Donc là, nous nous proposons de mettre à jour la liste des plantes d'introduction polynésienne en essayant de les argumenter. Leur répartition aussi ancienne en Polynésie, puisque depuis l'arrivée des Européens, il y a eu beaucoup de changements, d'introduction. Euh, donc au sein de la Polynésie orientale élargie, hein, comme dit précédemment, depuis les îles Cook, la Polynésie française, les Pitcairn, l'île de Pâques, Hawaï, la Nouvelle-Zélande, et les îles Kermadec qui sont un petit peu moins fraîches. Les plans d'introduction polynésienne, elles peuvent avoir été introduites volontairement ou involontairement par l'homme, lors des peuplements ou des migrations ultérieures, sur les pirogues doubles, dans tout ou partie du triangle polynésien, donc depuis le peuplement initial jusqu'à l'arrivée des navigateurs européens. On distingue généralement les introductions volontaires et les introductions involontaires. Donc les introductions volontaires, ça comprend des plantes qui sont très importantes, traditionnellement, car, ayant de nombreux usages, notamment alimentaires, médicinaux, cosmétiques, les plantes à tapas, les plantes utilisées pour la construction ou pour faire des contenants. Et les introductions donc involontaires, donc là, c'est plutôt des passagers clandestins, qui ont des semences de petite dimension, qui sont présentes dans la terre, qui étaient amenées avec certaines plantes, ou qui étaient adhésives et accrochées aux poils, donc là, du rat polynésien, du chien, du cochon ou des humains, ou aux plumes, comme ceux du coq, comme celle du coq, ou autres objets transportés. Donc les introductions polynésiennes, on en a beaucoup parlé, notamment par Douglas Yen, qui a travaillé sur la patate douce, donc qui est une plante d'introduction polynésienne venant d'Amérique, et Art Whistler, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, avec son concept des canoës plantes, des plantes des pirogues. On a aussi largement popularisé le sujet. Donc, plusieurs études génétiques ont été faites également sur des plantes qui ont été disséminées par les humains dans le Pacifique pour essayer de deviner d'où venaient les gens. La méthode utilisée, c'était donc de d'éplucher au maximum la bibliographie ancienne et récente, puisqu'il y a eu beaucoup aussi de travaux assez récents qui sont souvent pas bien pris en compte. Donc, littérature botanique, ethnobotanique, phytogéographique et paléoécologique. D'études d'échantillons d'herbiers, puisque des fois des plantes ont été mal identifiées initialement. Des prospections botaniques dans de nouvelles îles ou des îles qui étaient peu connues par le passé pour établir la répartition de certaines plantes. Donc ça a permis quelquefois, de temps en temps, de corriger des statuts biogéographiques, hein. Je pense par exemple aux les travaux de Matthew Prebble et ses équipes, qui ont permis de dire que certaines plantes qu'on pensait être des introductions polynésiennes, en fait, sont des indigènes, parce qu'ils ont trouvé des pollens ou des graines datant d'avant, dans des niveaux datant d'avant l'arrivée des premiers Polynésiens. Je prends en compte uniquement, les plantes qui sont considérées comme introduites dans l'ensemble de la zone, dans du moins, dans l'ensemble de la zone, pas des plantes indigènes qui sont dans certains archipels et puis introduites dans l'autre. Par exemple, le bois de rose, le tohu, le puraou ont été introduits au Tuamotu, mais sont considérés indigènes, sur la société, sur les marquises. Je ne prends pas en compte non plus les cultivars de plantes introduites, à l'exception des cultivars qui ont été décrits botaniquement. En l'occurrence, là, il y en a deux espèces d'hibiscus. Bah, deux cultivars d'hibiscus ont été décrits botaniquement. Ils sont assez clairs au niveau identification. Et aussi un cultivar pandanus, c'est celui qui n'a pas d'épines, le Pei Ore. Néanmoins, avec tout ça, il reste quand même un peu d'incertitude sur des fois le classement comme introduction polynésienne de certaines plantes. Donc j'ai essayé de faire ressortir ces incertitudes en ayant trois types de statuts. Donc des plantes d'introduction polynésienne certaines, donc là on est sûr, on a suffisamment d'arguments, on sait que ce pas des plantes indigènes ou introduction depuis l'arrivée des Européens. On a après des plantes qui ont une origine d'introduction polynésienne plus probable que des plantes indigènes. Donc là, c'est surtout des plantes qui ont des usages traditionnels, mais qui auraient pu venir naturellement. Et également des plantes qu'on pourrait plus facilement considérer comme indigènes plutôt qu'introduction polynésienne. Heu, Parce que là, elles se disséminent plus facilement. Donc les principales caractéristiques des introductions polynésiennes volontaires, donc ce sont des plantes qui étaient présentes à l'arrivée des premiers navigateurs européens,
Donc on a ces données-là pour la société puisque les botanistes du capitaine Cook ont bien étudié les plantes avec des dessins, des échantillons d'herbiers, des listes. Ce sont des plantes aussi qui ont généralement pas ou peu de possibilités de colonisation naturelle. Donc les semences n'ont pas pu venir forcément par le vent, par la mer ou par les oiseaux. Un certain nombre de ces plantes ne produisent pas de fleurs, d'autres pas de graines, d'autres font des fruits mais pas de graines à l'intérieur. Donc c'est la parthénocarpie, hein, c'est le cas de l'arbre à pain, des bananes, des féis. Souvent, ces plantes d'introduction polynésienne sont multipliées végétativement, donc par des rejets par des boutures, des marcottes, des rejets de racines ou des divisions de rhizomes ou de cormes. Les plantes d'introduction polynésienne ont des noms polynésiens typiques et non des noms dérivés de l'anglais, du français, comme tuava qui vient de guava, comme vanira de vanilla, maniota, manioc, vipopa'a, le manguier, à différencier du vite Haiti, la pomme citerre. Souvent, les introductions polynésiennes volontaires ont beaucoup de cultivars. Donc, on a beaucoup de cultivars dans l'arbre à pain, dans les bananes, etc. Et ce sont des plantes qui ont de nombreux usages. Généralement, pas que alimentaires, souvent médicinales en même temps. Généralement aussi des plantes qui sont plutôt cultivées, plutôt que naturalisées ou adventices dans les zones cultivées. Donc ça, j'ai dressé un portrait, c'est un portrait un peu général, hein, il y a toujours des exceptions. Bon, je vous illustre ce que j'ai dit précédemment, hein, avec un dessin de Sidney Parkinson du Tiare Tahiti, avec un cultivar d'arbre à pain sans graines, donc il n'a pas pu venir tout seul puisqu'il n'a pas de graines, avec 4 cultivars de canne à sucre en contrebas, avec les noms de Rai Vavai, d'où je reviens récemment, et également la différence, l'opposition entre le vite Haiti, la pomme citerre d'introduction polynésienne, et le vipopa'a, donc le vie des étrangers, le manguier. Relativement aux introductions polynésiennes involontaires, elles étaient aussi présentes à l'arrivée des premiers navigateurs européens. Elles ont pu arriver naturellement, heu, surtout, généralement des graines disséminées par les oiseaux. Elles font des graines, elles se multiplient par graines, c'est pas par la multiplication végétative. Leurs noms polynésiens sont un peu moins partagés entre archipels. Généralement, c'est assez variable. Il n'y a pas de cultivar. Ce sont des plantes utiles généralement, toutes ont été utilisées, mais souvent les usages sont mineurs par rapport aux plantes introduites volontairement. Généralement, ce sont des adventices, donc des mauvaises herbes de jardin, de milieux anthropisés ou des plantes naturalisées qui sont dans les forêts naturelles. Et elles sont carrément, largement plus difficiles à déceler que les introductions volontaires. Donc là, je vous ai mis 4 photos, 4 plantes qu'on considère être des introductions involontaires, néanmoins qui sont toutes utilisées d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du nombre de ces plantes qui sont des introductions polynésiennes possibles? Leur nombre, j'ai pu recenser à peu près 75 espèces pourraient être des introductions polynésiennes, dont 51 qui sont des introductions polynésiennes sûres. 7 qui sont plutôt probablement des introductions polynésiennes que des indigènes, et 17 qui seraient plutôt des indigènes que des introductions polynésiennes. Euh, Au niveau des introductions volontaires ou involontaires, donc le tableau du bas, la colonne de gauche, donc j'estimais 45 espèces sont plutôt des introductions volontaires, 30 pourraient être des introductions involontaires. Et au niveau des types biologiques, vous voyez que la moitié des 75 plantes sont plutôt des herbacées, 20% sont des arbres, un petit peu moins des lianes. Il y a aussi des arbustes, des arbrisseaux, mais en tout cas, aucune fougère n'est considérée comme introduction polynésienne. J'illustre les différentes catégories. Donc, les quelques plantes d'introduction polynésienne certaines, c'est l'arbre à pain. Généralement, il n'y a pas de graines, donc il n'a pas pu venir naturellement. Le mapé, qui fait des gros fruits, trop gros fruits pour la dissémination par les oiseaux. Les fruits vont flotter un petit moment, mais rapidement couler, ou la peau, le tégument qui entoure l'amande n'est pas imperméable. Et la pomme citerre a aussi un fruit trop gros pour les oiseaux, qui ne va pas flotter très longtemps et qui ne peut pas être disséminé par le vent. 2 espèces ont un statut à la fois d'indigène et d'introduction polynésienne certaine. En fait, c'est le cocotier et le pandanus, hein. Le cocotier, comme indiqué par, Melinda, il y a une forme qui est considérée comme indigène. Les Polynésiens sont venus avec d'autres cultivars et puis depuis l'arrivée des Européens, on a aussi beaucoup de cultivars de cocotiers qui ont été importés, et le pandanus, de la même façon, c'est le moins étudié en fait des plantes. Il y a une espèce, une forme sauvage ou des formes sauvages, et aussi des cultivars à fruits plus gros ou à fruits plus colorés, qui sont probablement des introductions polynésiennes.
Quelques petites plantes qu'on considère plus facilement des introductions polynésiennes que des plantes indigènes. Donc le Ciatula, Achyranthes et Cardiospermum. Quelques plantes on aurait tendance aujourd'hui à plutôt considérer comme des plantes indigènes que des introductions polynésiennes. Donc il y en a 17 en tout. Là, je vous ai cité une petite sauge, le casse, une autre plante médicinale, Torrenia, qui s'appelait Lindernia avant, et puis Cyperus mindorensis, qui s'appelait Killinga nemoralis par le passé, qui lui aussi pourrait être indigène dans des milieux perturbés. Relativement à la répartition de ces plantes d'introduction polynésienne, les 75 espèces sont toutes retrouvées dans l'archipel de la Société. Donc ça, c'est la première ligne de ce tableau. Donc on a dans les îles de la Société 51 introductions certaines, introductions polynésiennes certaines, et 75 au total. Et le chiffre, euh, donc les chiffres des introductions polynésiennes donc décroît sensiblement entre la Société et les Australes du Nord et les îles Cook. Donc Australes du Nord et îles Cook, on a à peu près les mêmes nombres d'introductions polynésiennes. Quand on va aux Marquises, on perd 10 espèces qui sont absentes des Marquises. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est que toutes les plantes d'introduction polynésienne dans ce travail sont présentes dans la Société. Il n'y en a aucune qui est aux Marquises ou qui est aux îles Cook et qui est absente de l'archipel de la Société. En dessous, suivant les Marquises, on a l'archipel des Tuamotu, donc avec 49 espèces. Ça fait un peu beaucoup pour cet archipel, mais ça tient du fait à la prise en compte de l'île de Makatea, atoll soulevé, qui a été étudié anciennement et qui a pas mal d'espèces qui ont peut-être disparu aujourd'hui, mais qui étaient citées par le passé. Les gambiers, 47 espèces. Rapa Iti, donc la petite île de Rapa aux Australes, une quarantaine. Et puis après, pour les archipels les plus éloignés du triangle, du moins du centre du triangle polynésien, 37 espèces pour Hawaï, 34 pour Pitcairn, 21 pour l'île de Pâques et une douzaine pour la Nouvelle-Zélande. Si on pose ceci sur une carte, on obtient ceci, avec les 75 espèces qui sont dans l'archipel de la Société. J'ai fait un grand cercle pour englober Société, Cook, Australe, où le nombre d'espèces d'introduction polynésienne est maximum, autour de 70. Et des flèches qui s'éloignent de ce groupe Société Cook Austral, qui vont aux Marquises, 57 espèces, Hawaï, 37. D'autres flèches qui vont vers les Tuamotu, les Gambiers, puis Pitcairn et Rapa Nui, et d'autres flèches qui vont vers la Nouvelle-Zélande. En fait, on voit que le nombre de plantes d'introduction polynésienne décroît depuis un centre qui serait la Société, éventuellement avec les Cook et les Australes, décroît vers les Marquises, décroît vers l'est, décroît vers le sud, sans aucune plante d'introduction polynésienne en plus dans les autres archipels. Donc ça correspond avec l'hypothèse actuelle du peuplement plutôt par la Société, et une décroissance donc du nombre des introductions polynésiennes avec les archipels peuplés après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces plans d'introduction polynésienne? 7 espèces sont présentes dans tous les archipels, donc le mûrier à papier, le taro, la cordyline, l'igname à tige ailée, bon, l'herbe à balai, Sida rombifolia, et puis les 2 plantes d'origine américaine que sont la patate douce et la calebasse. À noter que ce travail-là met peut-être le doigt aussi sur d'autres espèces qui pourraient venir d'Amérique, qui sont Cardiospermum, la petite cyperacée à tête blanche et puis le Physalis, à moins que ces 3 plantes-là soient des indigènes, disséminées par les oiseaux ici, ou pour le Physalis, peut-être une introduction moderne très, très précoce. Donc des espèces notables sont présentes dans la Société et absentes aux Marquises. Hein. C'est le Puaveoveo crateva, qui n'est que dans la Société, Ficus tinctoria, donc le figuier utilisé pour teinter, le Thierry Tahiti, qui n'était pas présent aux Marquises avant l'arrivée de l'administration européenne ou des militaires français, le Vit Tahiti, la pomme citer, et puis le Pandanus sans épines. Donc c'est des espèces on ne peut pas vraiment passer à côté, c'est des espèces importantes dans la Société. Voilà. Et pour la différence entre les îles de la Société et les îles Cook et les Australes, c'est essentiellement des petites mauvaises herbes du genre Amaranthe, Amaranthus, le Crateva religiosa et aussi un Opui, une zingiberacée un petit peu plus grande que les curcuma ou les zingibères. Il peut y avoir quelques biais dans les répartitions, c'est-à-dire que certains archipels ont été peu étudiés anciennement. Aux Australes, les premières prospections étaient plutôt faites au début du XXe siècle, alors que dans la Société, c'est beaucoup plus ancien. Donc, il y a peut-être des plantes qui ont disparu à cette époque-là. Donc, on a peut-être un biais dans la répartition. C'est pour ça que j'ai associé un petit peu les Australes, les Cook et la Société. Après, certains archipels ont des conditions écologiques inappropriées pour des plantes qui nécessitent de la chaleur
ou une grande humidité ou qui ne poussent pas sur substrat corallien. Donc on a aussi c'est normal qu'au Tuamotu, on n'ait pas de FEI, on n'ait pas, beaucoup d'espèces qui nécessitent beaucoup d'eau, ou qui ne supportent pas les sols calcaires. En conclusion, bon, j'ose espérer que ça peut vous montrer la pertinence de l'étude des plans d'introduction polynésienne pour mieux comprendre le peuplement, en tout cas que ça peut servir d'outil. Les résultats que je vous propose, que je vous présente ne sont pas figés du tout, hein. On peut aller plus loin, on peut corriger un petit peu certaines choses. Il y a des confirmations, des infirmations à la lumière d'autres disciplines. Certaines espèces n'ont pas encore de statut définitif, donc il y a encore besoin de confirmation, d'information, donc d'autres études des pollens, des charbons, pour bien établir si, quel statut est-ce qu'elles ont. Et là, bon, c'est peut-être un peu prétentieux, proposer un cadre. Bon, des connaissances un peu plus actualisées sur les plans d'introduction polynésienne qui, j'ose espérer, stimuleront la recherche sur ces espèces et en servant d'outils aussi pour mieux comprendre le peuplement. Quelques pistes, travaux à poursuivre, en fait, c'est la prise en compte des cultivars, des variétés. À noter qu'il y a un cultivar de Bancoulier aux Marquises qui n'est pas présent dans la société, donc ça contredit un petit peu ce que j'ai dit avant. D'où sort ce cultivar de Bancoulier aux feuilles très facilement reconnaissables? Apparemment pas de la société, donc il est venu d'ailleurs. Donc là aussi, c'est peut-être pas aussi simple comme ce que les chiffres peuvent laisser transparaître. Et on pourrait faire un travail sur les noms polynésiens de ces plantes. Essayer de comparer, selon les statuts biogéographiques, les noms, s'ils sont reliés, pas reliés. Donc là aussi, des choses à suivre. En vous remerciant.